Bonjour à tous, alors bienvenue dans une nouvelle vidéo pour traiter ensemble un nouveau chapitre, le chapitre 10, doit-on le respect aux vivants? Je vais vous demander pendant toute cette vidéo de prendre des notes, voilà, au fur et à mesure que je parle, vous pouvez faire pause si c'est nécessaire, c'est quand même ça l'avantage de la vidéo, et je vérifierai aussi que vous avez pris des notes sur le chapitre. Voilà, quand ce sera les révisions à la fois pour l'interro et pour le bac, vous n'aurez pas le temps de tout relire, enfin de tout réécouter, je veux dire. En relisant, vous allez pouvoir noter l'essentiel. Voilà. J'espère que vous avez eu du coup le temps de recopier le titre pendant ce temps-là, et on attaque directement avec l'introduction. Alors, en situation, je voudrais qu'on réfléchisse à un cas tout simple. Vous avez tous vu sur certaines pelouses écrit « Merci de respecter et de faire respecter la pelouse » ou « Merci de respecter et de faire respecter les espaces verts ». Notre petit brin d'herbe là, vert, c'est un être vivant. Est-ce qu'on lui doit le respect? C'est pas si simple. Dans cette situation, on se rend bien compte qu'on doit le respecter, mais en fait, est-ce que c'est vraiment lui en tant que brin d'herbe qu'on respecte, ou est-ce que c'est pas le cadre de vie? Ce que je suis en train de dire par là, c'est que quand on respecte une pelouse ou un espace vert, c'est pas la pelouse en elle-même qu'on respecte, c'est les êtres vivants, les êtres humains, je veux dire, qui vont en profiter, d'accord? Donc on respecte pas la pelouse en tant que telle, on respecte les hommes, parce que c'est un cadre de vie pour les hommes. Donc en tout cas, c'est un cas, une situation dans laquelle clairement la question se pose. Est-ce qu'on doit respecter les espaces verts? Et si oui, est-ce qu'on les respecte en tant que tels, ou pour respecter les hommes qui en profitent? Alors, pour préciser la question, il va falloir bien sûr définir ce qu'est un être vivant. Parce que vous vous rendez bien compte, avec les exemples que j'ai cités, que ça va du brin d'herbe à Coco le gorille, ou même plus largement, en réalité, les êtres vivants, ça va de la bactérie, donc un être unicellulaire, à nous. Nous aussi, on est des êtres vivants. Donc le spectre des êtres vivants est très large, donc ça c'est la première chose qu'il faut noter. Mais comment du coup produire une définition qui englobe tout ça? Alors la première chose à noter, c'est qu'un être vivant, c'est un être organisé. C'est pour ça qu'on parle d'organisme. Donc un être vivant, c'est un organisme, c'est-à-dire un être organisé. Il a, vous voyez, la cellule de la bactérie, et elle a une paroi cellulaire. Donc en fait, il y a une structure, qui dit organisme et organisation dit une définition entre un milieu intérieur et un milieu extérieur. Okay, et à l'intérieur de l'être vivant, il y a une unité, et puis il y a de nouveau, potentiellement si un être pluricellulaire, une organisation qui se met en place. Donc un être vivant, c'est un organisme, c'est un être organisé qui a donc une unité. Et ce, dès le stade de la bactérie. En fait, c'est pas le propre des êtres vivants d'être structuré et organisé. Un atome est structuré et organisé. Un cristal, par exemple, un diamant, c'est extrêmement structuré et organisé. Donc c'est pour ça que ça ne suffit pas comme définition. Hein. Donc un être vivant, c'est bien un être organisé, mais qui a une spécificité assez incroyable. C'est que un être vivant est un organisme, c'est-à-dire un être organisé, qui est capable de maintenir sa propre structure. Qui est capable de maintenir sa propre organisation. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? En fait, je fais référence à 3 facultés que vous connaissez tous chez les êtres humains et qui sont possédées vraiment par tous les êtres vivants sur toute l'échelle du vivant. La première capacité, c'est une capacité à échanger avec le milieu extérieur de façon à se nourrir. Voilà. Alors, se nourrir, ça peut paraître particulier d'utiliser ce terme-là dans le cas de la bactérie, mais en tout cas, en fait, un être vivant est capable d'absorber de l'énergie ou des particules venant du milieu extérieur pour se maintenir en vie. D'accord ? Ça, c'est la première capacité. Se nourrir, c'est un peu le terme vulgaire, enfantin, mais en fait, pour être très précis, c'est une capacité à absorber des particules et de l'énergie venant du monde extérieur pour se maintenir en vie. La deuxième capacité d'un être vivant, c'est d'avoir une certaine capacité à se réparer, grâce d'ailleurs à l'énergie et aux particules qu'il a absorbées. Un être vivant a une certaine capacité à se guérir en fait, à se réparer dans une certaine mesure. Et ça le distingue fondamentalement des êtres minéraux. Il y a des êtres minéraux qui sont organisés, mais s'ils subissent un choc,
et bah c'est fini, vous voyez, le diamant, au bout d'un moment, s'il a un éclat, il va pas avoir la capacité de réparer son éclat, d'accord? C'est quelque chose qu'il ne sait pas faire. Alors qu'un être vivant, dans une certaine mesure, il peut absorber certains chocs, alors je parle des chocs au sens voilà, de choses qui se rencontrent, mais aussi des chocs en un sens plus métaphorique, c'est-à-dire tout d'un coup un changement de température brusque, etc. Voilà, l'être vivant est capable de gérer ça jusqu'à un certain point. Mais seulement jusqu'à un certain point, l'être vivant finit toujours par mourir. Il y a un stade où il n'arrive plus à maintenir sa propre structure. D'accord ? Mais c'est là qu'intervient la troisième capacité. Même si l'être vivant peut pas toujours maintenir sa propre organisation, sa propre structure à l'échelle individuelle, il va avoir une troisième capacité qui est la capacité à se reproduire. Et donc finalement, même si lui-même meurt, et ben son organisation va exister, va continuer à exister au-delà de lui. En fait, ces trois capacités, vous les connaissez, vous étudiez ça en biologie depuis que vous êtes tout petit, mais en fait, en philosophie, je voudrais au moins que vous vous étonniez un peu et que vous mesuriez à quel point c'est assez extraordinaire en fait. Ces trois capacités, ça veut dire que voilà, il y a des êtres qui ont une structure et qui sont capables de maintenir cette structure, qui sont pas du coup complètement déterminés par le milieu extérieur. D'accord ? Ils ont une capacité supplémentaire à s'auto-déterminer. Ils ont en eux un principe pour maintenir leur propre structure. Okay ? C'est assez incroyable en fait que ça existe. Enfin, il n'y a pas juste des cailloux et des minéraux et des diamants. C'est totalement fascinant. Donc c'est quelque chose quand même qu'il faut noter, c'est qu'on peut avoir un certain émerveillement face à ces trois capacités. Mais je voudrais qu'on rajoute quelque chose d'assez important. En fait, comme les êtres vivants sont capables de maintenir leur propre structure, il y a toujours, quand on parle du vivant, la notion de finalité qui intervient. C'est-à-dire qu'en fait, un être vivant a un comportement finalisé. Il poursuit une fin. Je rappelle que le mot fin en philosophie, ça peut vouloir dire un objectif, un but, d'accord ? Une finalité. Voilà. Et c'est quoi la finalité des êtres vivants ? C'est de maintenir, tant qu'ils le peuvent, leur propre structure. Mais attention, on peut dire ça, on peut dire qu'il y a de la finalité chez les êtres vivants, qu'ils tendent à reproduire, à maintenir leur propre structure, et s'ils ne peuvent pas individuellement, à le faire au niveau de l'espèce en se reproduisant. On peut le dire, mais il ne faut pas croire que c'est un comportement qui est intentionnel. Les êtres vivants, sauf exception, donc voilà, mais ne possèdent pas la conscience. C'est pas dans la définition, loin de là. Donc vous voyez, la petite bactérie, elle a pas une conscience en se disant « Ah tiens, je vais me donner un but, ça va être de me maintenir en vie, et oulala, je vais lutter ». Enfin, non. Oulala, là, je sens que moi, je vais pas y arriver, je vais me reproduire. Non. Les êtres vivants, on peut y lire une finalité, d'accord ? Nous, un être humain, en fait, en regardant un comportement, va se dire « Tiens, c'est comme si il poursuivait un but ». Ou on peut dire qu'il tend à faire telle ou telle chose, à se reproduire. Mais en réalité, l'être vivant qui le fait, il le fait sans en avoir conscience. Même s'il y a de la finalité, ou en tout cas que nous, quand on regarde ça, on se dit « mais tiens, c'est marrant, c'est comme si il poursuivait un but », et bien il faut pas pour autant dire que les êtres vivants ont une conscience. C'est une évidence totale, ce que je dis là au XXIe siècle, mais vous allez voir pourquoi c'est important pour la suite. On sait bien que le brin d'herbe, il n'est pas en train de se dire « Allez, je grandis, je me reproduis ». Voilà, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. La finalité, en fait, c'est nous, je veux dire l'observateur, qui la constatons, mais en fait, l'être vivant, il le vit pas du tout comme ça. Donc ça, c'est quelque chose d'assez capital. La conscience ne fait pas du tout partie de la définition de la vie. C'était pour ce petit point-là. Alors, voilà ce que c'est qu'un être vivant, et cette définition est admise par les biologistes comme caractérisant à peu près tous les êtres vivants. C'est à partir de la bactérie. Le virus, pour le coup, on considère qu'il fait pas partie des êtres vivants, parce qu'il n'est pas capable de se reproduire seul. Il est obligé de pirater une autre cellule pour le faire. Je vous renvoie à vos cours de bio, mes compétences s'arrêtent là sur ce sujet-là. D'accord ?
est-ce qu'on doit le respecter maintenant? Est-ce qu'on doit respecter notre bactérie? Est-ce qu'on doit respecter la levure? Est-ce qu'on doit respecter un brin d'herbe? Vous allez me dire, c'est très bizarre. Alors, pour ça, il faut savoir qu'est-ce qu'on entend par respect. En fait, il y a deux sens du mot, enfin, ou plus exactement, c'est deux étapes, en fait. Je vais m'expliquer. La première étape, pour qu'il y ait du respect, c'est de reconnaître la valeur de la chose. Donc, c'est pas en acte. La première forme de respect, c'est plutôt un respect intellectuel. D'accord? Ça va se traduire par de l'admiration, de l'émerveillement. Donc, respecter quelque chose ou quelqu'un, c'est reconnaître d'abord intellectuellement sa valeur. Mais normalement, deuxième étape, ça se traduit en acte. Quand on reconnaît la valeur de quelqu'un, eh ben on essaye d'agir de façon à ce que cette valeur puisse se déployer, exister, etc. Et notamment, le respect en acte se traduit par quelque chose de très simple qui est de ne pas causer de tort. Vous voyez ? Le premier sens du respect, c'est reconnaître intellectuellement la valeur d'une chose, et la deuxième chose, c'est ne pas causer de tort à cette chose. D'accord ? Et même, ça c'est un peu le minimum, et puis en allant plus loin, en fait, c'est la traiter comme elle le mérite. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du coup en associant ces deux définitions dans l'opposition? Ça va être de réutiliser ce qu'on vient de dire pour essayer de répondre au sujet. En fait, d'un premier côté, on est obligé de reconnaître intellectuellement que les êtres vivants, ils ont de la valeur. On doit au moins respecter intellectuellement les êtres vivants, parce qu'en fait, quand on regarde ces trois capacités, comme je vous l'ai dit, c'est quand même assez incroyable. Donc ça, c'est quand même une première chose. On devrait au moins respecter les êtres vivants intellectuellement quand on regarde les trois capacités qu'ils ont et qui leur permettent de maintenir leur organisation. On peut même aller plus loin et se dire, si on les respecte intellectuellement, si on reconnaît leur valeur, et en fait, on devrait laisser cette valeur se déployer. Qu'est-ce que j'entends par là ? Je veux dire, si un être vivant, sa capacité c'est de se maintenir en vie, et en fait on devrait l'aider à se maintenir en vie. Ce serait ça le respecter, ce serait ça agir conformément à ce qu'on a reconnu intellectuellement. Donc on devrait aider chaque être vivant à se maintenir en vie, vu que c'est ça le but qu'il semble poursuivre. D'un autre côté, un être vivant, comme on l'a bien dit, ne possède pas, par définition, la conscience. En tout cas, ça n'est pas le propre de tous les êtres vivants. Un être vivant, la levure, la bactérie, le brin d'herbe, si on le respecte, il n'en aura pas conscience. Si on ne lui cause pas de tort, il n'en aura pas conscience. Si même on lui permet de se maintenir en vie, il n'en aura pas conscience. La conscience ne fait pas partie de la définition de la vie. Et quel sens ça a de respecter quelqu'un qui n'aura pas conscience qu'on le respecte? Du coup, ça nous permet d'aboutir au deuxième côté de l'opposition, qui est de dire qu'on n'a pas à respecter le vivant en tant que tel, on a uniquement à respecter les êtres qui en ont conscience. Donc parmi le vivant, peut-être les animaux, ou ceux qui possèdent la conscience, on y reviendra. Clairement, parmi les êtres vivants, les autres hommes, hein, mais un être vivant en tant que tel, un être vivant qui possède uniquement ces trois capacités-là, en fait, il ne mérite pas qu'on ait autre chose que du respect intellectuel. On n'aurait pas à ne pas lui causer de tort, ou à essayer de le maintenir en vie. Voilà. La problématique, si je résume ça serait de dire, est-ce parce que les êtres vivants ont la capacité incroyable, on peut le dire, de se maintenir en vie et de maintenir leur structure, leur organisation interne, que pour autant, on doit à tout prix les aider à se maintenir en vie.